Le 22 septembre 1960, le Mali déclarait donc son indépendance. 60 ans après, le pays est en plein chaos. L'occasion de faire aussi le bilan sur l'intervention militaire de la France. 8 ans d'opération. La guerre contre les groupes djihadistes est-elle en train de devenir un bourbier pour l'armée française? Certains vont jusqu'à comparer à l'Afghanistan. Avec nous pour en parler, Nicolas Normand, soyez le bienvenu sur TV5 Bonsoir. Monde. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali. C'était entre 2000 et 2002, un pays que vous connaissez donc. 2002-2006. Ouais. 2002-2006, c'est encore mieux pour comprendre la situation. Avec nous également Ousmane Diaye, rédacteur en chef Africa TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Alors ma question à tous les deux, elle va être très simple pour commencer. On a longtemps, très longtemps, après l'indépendance du Mali, dans les années même 1990-2000, présenté ce pays comme stable, comme étant une démocratie. Et puis, en 2012, il y a 8 ans, il y a eu ce coup d'État. Et depuis, le pays est en plein chaos. Comment expliquer que 60 ans après l'indépendance, le Mali n'arrive pas à se réconcilier avec lui-même ? Eh bien, écoutez, la raison, à mon avis, est assez claire maintenant. Quand on fait un peu le bilan de ces 60 années, on s'aperçoit qu'un pays comme le Mali ne peut pas fonctionner si l'État n'a pas des structures solides, viables et qui peuvent résister à des chocs tels que des bandes armées, par exemple. Ouais. Et en fait, la communauté internationale et les autorités maliennes elles-mêmes aussi ont chacune ou chacun négligeait la construction d'un État solide, d'un État de droit idéalement. Par exemple, l'aide publique au développement s'est concentrée sur des petits projets économiques, sociaux, en faveur des populations, mais on n'a pas cherché à développer une armée. D'ailleurs, c'est contraire au principe de l'aide au développement. Donc l'armée a été quelque peu négligée, la gendarmerie, la police, la justice ont été négligées. Ouais. Le Mali est le pays où il y a le moins de policiers par habitant au monde. Et donc, de vastes zones sont des territoires sans maître, ouais. Une sorte de Far West sans shérif. Et encore, ils doivent être concentrés à Bamako. Souvent, on a pensé que le Mali, c'était Bamako. On a oublié la région de Kay, Gao et Kidal aussi, Ousmane. Enfin, le Nord, en fait, je pense qu'on trouve les fondements même du problème au moment de l'indépendance. Le fondement de la question irrédentiste touareg est né avec l'indépendance, est né avec les actes de l'indépendance, parce que l'Aménokal de Kidal, en 60 déjà, dès l'indépendance, l'Aménokal, c'est le chef de la tribu la plus puissante à Kidal, conteste l'indépendance au nom d'une promesse que les Français auraient faite de créer un grand État qui s'appelle l'Azawad. Et dès 1963, il y a la première rébellion touareg indépendantiste qui est réprimée dans le sang, une vraie répression sous la présidence de Modibo Keïta. Et il faut souligner que les actuels tenants de la rébellion, par exemple touareg aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé les exilés de 63 qui sont partis en Libye, qui sont devenus profs, qui sont devenus militaires. Vous prenez aujourd'hui le chef politique du principal groupe armé touareg, Bilal Ak-Cherif. Il appartient à cette génération de 63 qui a fui, qui est devenu prof d'anglais en Libye, qui ne parle pas français, qui parle anglais et qui sont revenus à la faveur du désordre de 2012. Ouais. Mais donc le gros des contingents djihadistes, ce sont des Touaregs, c'est ça? Non, ce ne sont pas des Touaregs. Alors, sur cette question Touareg, moi je voudrais signaler, pour préciser les propos de notre ami, que c'est une tribu particulière, et c'est dans cette tribu une caste particulière, les aristocrates, donc des gens doublement minoritaires parmi les Touaregs, qui sont sécessionnistes. L'ensemble des autres Touaregs n'ont pas une culture sécessionniste, ne sont pas en rébellion contre Bamako. Voilà. Alors il faut ajouter que l'accord précédent avec les Touaregs, qui date de 1992, il y a eu 4 rébellions Touaregs. Donc, dans la 3e rébellion Touareg, celle de 90-92, l'accord prévoyait le retrait de l'armée malienne de tout le Nord. Et donc, la déstabilisation qui s'est produite progressivement à partir des années 90 et qui a abouti à 2012, à la crise de 2012, provenait en partie des mauvaises rédactions, de la mauvaise rédaction ou des mauvaises conclusions de l'accord de 92. Ce qui repose le problème de l'accord d'Alger signé en 2015, où il y a aussi des problèmes pouvant créer, à mon avis, une déstabilisation future. Alors, 4 coups d'État depuis 1960. Le dernier, c'était au mois d'août. Le précédent, celui qui a permis à la France d'intervenir, si l'on peut dire, en tout cas pour aider les autorités maliennes à éviter que les djihadistes ne prennent la capitale Bamako, c'était en 2012, il y a désormais 8 ans. Faut-il parler d'une impasse, voire d'un bourbier? Regardez d'abord ces quelques images tournées par France 2, c'était au mois de juillet, avant donc le coup d'État du mois d'août, en plein Sahel, l'opération. Regardez. Ces légionnaires sont arrivés en renfort. À partir du moment où on a mis les pieds dans cette zone, de toute façon, il y a un risque qui est permanent. Vous annoncez au personnel, on va ratisser cette zone. C'est bon? Le terrain est potentiellement miné. On va basculer, on va faire comme ça, c'est bon, en ligne.
Et on rentre. Attention où vous mettez les pieds. L'ennemi est bien là, à portée de fusil. Contact. Difficile à localiser. Les hommes sont sur leur garde. Soit il a bifurqué vers la gauche et il a chopé cette piste, soit il est parti vers les habitations, il va se mettre au milieu du village et il va faire profil bas. C'est sûr. On va chercher après. Autorisation est donnée par Charlie Oscar de détruire du personnel armé qui serait dans la zone. L'ennemi, c'est l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Ah, ils sont forts. Ils connaissent bien leur territoire, hein. On est chez eux. Donc pour eux, c'est plus facile, ça c'est sûr. Il faut essayer d'être plus malin qu'eux. Les djihadistes se sont enfuis. Les légionnaires vont devoir faire un travail de fourmi. Il faut fouiller toute la zone où a eu lieu l'embuscade. Ce sont les démineurs qui inspectent les lieux en premier. Et avec un laboratoire portable, ils cherchent des traces d'explosifs. L'opération Barkhane est-elle, selon vous, dans l'impasse? Non, elle n'est pas dans l'impasse. D'abord, il faut rappeler que sans Serval et sans Barkhane, ensuite, à partir de 2014, le Mali n'existerait plus, où ce serait une zone totalement contrôlée par des terroristes, ce serait une zone d'exaction, une zone totalitaire, où les populations n'auraient plus aucune liberté. Donc Barkhane est une assurance de survie, et ça, tous les gouverneurs dans les villes du Mali me l'ont dit encore. J'étais sur place en février dernier, j'ai rencontré les gouverneurs. Ils m'ont dit l'armée malienne, pour l'instant, malheureusement, n'est pas en mesure de vaincre ces groupes armés djihadistes, et donc on a besoin de Barkhane. Ouais, en même temps, ça fait des années qu'elle est formée aussi. Donc oui, alors, ça veut dire que la France est vouée à rester au Mali 60 ans après l'indépendance, ad vitam aeternam? Il faut absolument passer le relais, parce que Barkhane maintenant est sous le double feu des djihadistes et de l'opinion publique malienne, qui considère de plus en plus qu'il s'agit d'une force d'occupation, qui ne comprend pas très bien le rôle bénéfique et nécessaire de l'armée française au Mali. Et donc, il faut passer le relais très très vite. Alors, la critique que je ferai à Barkhane, c'est de ne pas s'être suffisamment concentré sur l'appui à l'armée malienne pour que le relais soit passé plus rapidement. Et d'ailleurs, le chef de la junte l'a bien compris. Il appelle aujourd'hui, je cite, la population malienne à accepter les forces étrangères partenaires, entre guillemets, notamment la France, mais aussi sans doute les armées du G5 Sahel. Ousmane Diaye, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises, a dit ceci: il n'y aura jamais de victoire définitive contre les djihadistes. Donc on fait quoi? Oui, mais encore aurait-il fallu s'en rendre compte un peu plus tôt, 7 ans plus tard quand même. On en arrive là, 7 ans plus tard. C'est-à-dire le problème, c'est qu'une armée étrangère n'a pas vocation à rester 7-8 ans dans un pays pour remplir des missions de l'armée nationale. Et puis deuxième chose, c'est d'autant plus grave qu'il ne faut jamais oublier les conditions d'entrée en guerre de la France. Quand la France entrait en guerre, on nous avait dit dans un premier temps, en janvier 2012, c'est un engagement, 2013 pardon, c'est un engagement, pas de troupes au sol, engagement aérien. Au bout de quelques jours, le verrou de Konna, on s'est rendu compte que les islamistes étaient plus armés qu'on ne pense, et la France était obligée stratégiquement d'engager des troupes au sol. Et puis finalement, on nous dit, écoute, Serval ne durera pas longtemps. L'objectif, c'était que l'UITM, la mission de reconstruction de l'armée malienne, reprenne le relais. On reprend le relais. On n'a jamais fait le bilan de la mission de la reconstruction de l'armée malienne, qui est un échec total, parce que moi j'avais suivi les 7 premiers bataillons qu'ils ont formés. Quand ils sont montés au nord, ils se sont pris des défaites redoutables. Donc il y a une vraie question de quel est le projet de reconstruction de l'armée malienne, sur quelle base? Donc on ne peut pas, au bout de 7 ans, se dire, on se rend compte que, ah tiens, il n'y a pas de victoire. Bien sûr que la vocation de l'armée française n'est pas de gagner la guerre de l'armée malienne. Donc c'est une déclaration assez étrange et qui dénote quand même, à mon avis... Elle n'est pas toute récente, je pensais que c'était à la fin de l'année 2009. D'une sorte de... En fait, ça dénote quand même d'une force de... la stratégie, on a l'impression, est pensée au fil de l'eau. Et que derrière, il n'y a pas un objectif politique avec des délais précis. On se dit, à partir de temps, l'armée malienne reprend le relais. Quel est le projet de reconstruction? Mais justement, peut-être aussi que le général François Lecointre, c'est ça l'avertissement qu'il lance en subliminal, c'est de dire, attention, de toute façon, il faut un accord politique. On ne peut pas faire la guerre sans essayer de gagner la paix.
Alors, un accord politique, ça voudrait dire un accord avec les djihadistes, donc c'est problématique quand même. Donc je ne pense pas qu'il y ait un accord politique qui soit une solution. Même avec les djihadistes maliens? Non, je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas négocier. Eux-mêmes n'ont pas envie, ils ne sont pas prêts à faire des compromis, ce n'est pas leur style. Donc, je pense en tout cas. Donc, en fait, la solution, elle est de tenir bon contre les djihadistes, de les repousser le plus possible, mais surtout, il faut que l'administration, l'État malien, occupe le terrain derrière l'armée, qu'elle soit française ou malienne. Et aujourd'hui, le territoire libéré des djihadistes n'est pas administré. Donc tant qu'il n'y a pas un maire, un sous-préfet, un gendarme, un policier, mais vous etc., aviez alerté ça ne entre marche 2000 pas. et 2006 les autorités françaises. Quand on est ambassadeur, on imagine que pour celles et ceux qui nous regardent, c'est aussi votre mission. Vous l'aviez dit, vous, ça, monsieur l'ambassadeur? Oui, parce que moi, quand j'étais sur place au Mali, il y avait déjà des groupes armés dans le nord. Le problème, c'est que les autorités maliennes, à l'époque, c'était le président ATT et le premier ministre ou le secrétaire général Modibo Sidibé, disaient « ça ne nous regarde pas, ils ne nous attaquent pas, ils n'embêtent que les Occidentaux ». Et donc, il y avait une complicité, ou du moins un accord tacite de la part des autorités maliennes pour laisser AQMI, ça s'appelle le GSPC à l'époque, enfin les salafistes, s'installer au Nord Mali. Ils ne s'attaquaient pas mutuellement et donc ils avaient le droit d'être là. Et ils se sont enracinés et ils sont quand même à l'origine du problème. Alors, on a parlé des accords d'Alger, justement, l'Algérie, puissance militaire régionale, voisin du Mali, avec des liens très forts entre ces deux pays, Ousmane. Quid du rôle de l'Algérie? Rien que l'intitulé des accords montre l'importance de l'Algérie. Tous les accords de paix au Mali, ça s'appelle l'accord d'Alger 1, 2. Donc je pense que l'Algérie est une donne stratégique. Malheureusement, ils n'ont pas le lead. Jusqu'à présent, c'est les Français qui ont la main, clairement, il faut le dire. Pourquoi? C'est la doctrine algérienne de dire on n'intervient pas, y compris dans un pays voisin? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. L'armée algérienne a la politique, en tout cas, bon, il y a une doctrine, il y a un changement de doctrine qui est en train de se passer. Mais jusqu'ici, la doctrine de l'armée algérienne, c'est pas d'intervention à l'extérieur. Donc je pense qu'avec l'arrivée de Tebboune et que la doctrine algérienne qui va changer peut faire basculer la donne au Sahel. Merci beaucoup Ousmane Diaye et merci Nicolas Normand d'avoir été avec nous aujourd'hui dans 64 minutes.